4, 4 mars. Un petit passage devant la webcam pour parler d'une chose qui me pose problème, et évidemment je pense que ça pose problème à beaucoup de gens. Ma voix est un peu basse parce que c'est la nuit, parce que je n'ai pas parlé ou presque pas de toute la journée d'hier. Je ne sais pas poser ma voix. En cherchant, en allant sur des pages du social, le premier en importance, c'est assez perturbant. Je tombe sur quelqu'un qui a un nom de Picard. Moi, je cherchais un universitaire qui a le même nom et prénom. Bon, c'est un autre Picard, donc c'est un homonyme, mais il n'a pas, peut-être, il est, je sais pas, le scientifique, enfin, ou le chercheur, est plutôt plus, comment dire, et plus, il s'occupe d'une période historique et d'une région historique qui est l'objet de ses recherches. Et il ne se perd pas dans des secteurs, il ne se perd pas dans toutes les directions. Alors, ce qui est le mur, qui est le principe même de ce réseau, c'est le mur d'afficher des choses qui nous ont interpellés. Voici donc quelqu'un qui affiche quelque chose, alors qui vient de Balavoine, et on sait donc Balavoine, c'est un personnage ancien, mais qui a laissé une trace. Balavoine, un homme qui de nos jours meurt encore de faim, est une insulte à l'humanité tout entière. Voilà ce que dit Balavoine. Un homme qui de nos jours meurt encore de faim est une insulte à l'humanité tout entière. Donc, Dixit Balavoine, donc partagé par ce Picard le 2 mars, et donc avec pour titre Made in Humanity. Donc on passe sur des photos de paysages, de cabanes, etc. Et on arrive à cette sorte de phrase, je pense, issue de... une phrase comme ça: le virus, entre guillemets, le plus meurtrier, le plus urgent à détruire, le capitalisme. Le virus, le plus meurtrier, le plus urgent à détruire, c'est le capitalisme. Donc voilà, on se dit, quelqu'un qui est anti-capitaliste, il a un côté humaniste, il a un côté anti-capitaliste. Et il a dû partager ça, et ça, cette phrase, et elle vient des luttes invisibles. Après, donc, on continue, on passe par donc les préoccupations d'ordre environnemental. Là, on est dans quelque chose d'assez cohérent pour l'instant. On est dans un pays, à Cuba. Comment donc le site partage à partir d'un site qui s'appelle comentéconomiser.fr. À Cuba, un pays sans pesticides, les abeilles sont en pleine forme. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ça, ce partage, etc. Et donc, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de ce qui s'est passé. Le canard enchaîné libre, Nora Kamanda, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. Donc c'est le Huffington Poster. Et donc c'est terminé, on se lève, on se casse. Donc par rapport à la cérémonie des Césars et de ce qu'a prononcé une certaine Virginie
des pentes. Donc on est encore dans quelque chose qui peut se justifier, bien entendu, la lutte des femmes contre l'oppression masculine, donc contre l'usage, plutôt la lutte de ceux qui, quelque part, pourraient se retrouver victimes dans ces jeux de pouvoir, donc quelque part, quelqu'un qui est au-dessus de vous, il a ce qu'on pourrait appeler un droit de cuissage, et on sait que le droit de cuissage, c'est fini depuis longtemps. Donc on arrive avec l'utilisation de l'article, là encore, quelque chose, Polonie TV, donc on partage quelque chose que la porte-parole Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a dit, avec l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, enclenché par Édouard Philippe, nous mettons fin à un épisode de non-débat de la réforme des retraites. Nous redonnons au Parlement les moyens d'assumer sa fonction imminente de voter la loi. Donc cela veut dire que la personne, elle est là aussi, elle n'apprécie pas le recours du gouvernement à l'article 49.3 qui, comme on le sait, est un moyen pour passer en force et pour passer outre l'avis et du Parlement, voilà, et donc passer outre le débat au Parlement, et évidemment le 49.3 passe, le succès de ce recours passe par la soumission du gouvernement à un vote de confiance, et donc etc. Donc mais comme on sait, le gouvernement a une majorité assez confortable, donc il n'y a pas de risque. Mais donc voilà, on arrive à quelque chose, un dessin, voilà, un dessin sur le coronavirus, donc quelque part une sorte de caricature, voilà, c'est pas important. Après on arrive à quelque chose dans la nature, il y a des choses, il y a des constructions dans la nature au milieu des arbres. Là encore, préoccupation environnementale, on arrive sur le 49, etc. Et la CAF, je lis pas tout, donc quelque chose par rapport à la CAF. Et là on arrive, je ne veux pas à quelque chose, une déclaration comme ça, je sais pas. Oui, je suis pour le climat officiel, donc il relaie cette campagne qui dit « Je ne veux pas protéger l'environnement, je veux créer un monde où l'environnement n'a plus besoin de protection. » Donc voilà, très bien tout ça, on arrive à ce que fait la police, etc. On arrive et voilà qu'on arrive à quelque chose de totalement opposé et qui est scandaleux, puisque c'est une chose extrême. Alors supprimer, donc partage, c'est un partage de cette chose, donc par une certaine Valéria Appeltant, et donc voilà, donc supprimer les allocations familiales. J'ai même pas envie de la lire, cette publication. Dès le premier délit, supprimer les allocations familiales dès le premier délit d'un mineur. Papa, maman sont responsables de leur petite racaille. Voilà la chose. On passe d'une personne totalement, presque sans aspérité. Voilà, l'environnement, la question de la démocratie, le pouvoir du Parlement, etc. Les contre-pouvoirs, on passe, évidemment, c'est mignon. Et on passe par quelque chose, ouais, c'est très bien. La police, il faut qu'elle ne soit pas trop violente, il faut qu'elle réprime, mais pas trop. Maintien de l'ordre, mais de façon intelligente. Elle en a les moyens, la police, d'être intelligente et efficace, sans recourir à la force. Donc voilà, tout ça, la nature, pas la nature. C'est pas toujours beau la nature, mais on va dans le même, un peu, on suit la mode. La nature, c'est beau. C'est toujours beau, c'est toujours innocent. D'accord, je discute pas.
Mais j'arrive donc à cette mention de cette demande, qui est une demande extraordinairement forte de la part d'une droite très dure, d'une droite extrême même. Donc la punition collective qui est de supprimer, cela a été déjà envisagé et même appliqué, mais pas évidemment, on parle de délit, on ne parle pas d'un crime, on ne parle pas de quelque chose de grave, on parle d'un délit. Et le délit, ça peut être, c'est très large. Un délit, c'est de passer au feu rouge. C'est juste, je ne sais pas, des mineurs qui occupaient leur lycée ont été arrêtés, c'est un délit. Donc, la moindre des choses peut être considérée comme un délit. Quand il s'agit de quelque chose, on pourrait dire infraction, dès la première infraction. Là, on parle de délit, mais la différence entre infraction et délit, je ne vois pas trop. Après, moi, je ne vois pas s'il y a quelque chose entre le délit et le crime. Là, sur le moment, je ne vois pas. Peut-être que ça existe une étape supplémentaire dans cette montée en puissance de l'acte délictueux ou de l'acte à sanctionner. Voilà donc, dès le premier délit d'un mineur, donc on continue. Là, on ne punit pas le mineur, parce que là quand même, on respecte la législation sur la protection des mineurs, mais on punit les parents. Donc voilà, et on ne parle pas de tous les parents, on parle des parents d'un certain statut social et statut ethnique, si l'on peut dire, puisqu'on est comme ça aujourd'hui. Alors, donc il y aurait la petite racaille, et donc par opposition, il y aurait aussi la grande racaille, mais la petite racaille, c'est elle qui va donner la grande racaille, donc il faut punir, il faut sévir, et donc là on voit allocation familiale, on voit tout ce qui suit, et ce qui suit est grave et nauséabond, est vraiment quelque chose d'extraordinairement dangereux. Là on glisse vraiment. Et on arrive évidemment aux idées que les étrangers vivent des allocations logement, des allocations familiales, les étrangers font des enfants, ils vivent un peu sur le dos de leurs enfants, font beaucoup d'enfants. Alors la transition démographique, je ne sais pas si certains, ces gens qui disent ça, s'ils entendent parler de la transition démographique, alors obligatoirement, les étrangers finissent par s'adapter quelque part aux règles du pays dans lequel ils se sont installés. Donc quelque part, il y a une génération comme ça avec beaucoup d'enfants, familles nombreuses. Et n'oublions pas que les familles nombreuses, c'était aussi des familles françaises, à moins de vouloir considérer les gens du Nord-Pas-de-Calais, les gens du Nord, comme des non-français, comme des Français autres. Voilà, c'est les Français un peu qui font des familles très, très, très nombreuses, plus de 10 enfants. Et personne ne dit cela. Donc, plus de 10 enfants, c'est voilà, c'est les familles françaises installées, voilà, originaires du Nord-Pas-de-Calais et etc., ce qu'on appelle les Hauts-de-France, toute cette région-là, est une région qui a des traditions, qui a peut-être, je ne sais pas, mais c'est comme ça, dans les faits, pour ma génération, pour des gens qui ont 60 ans aujourd'hui, ils ont fait partie de familles très nombreuses, plus de 10 enfants. Aujourd'hui, même si on a des gens qui sont arrivés d'ailleurs, c'est rare qu'ils arrivent peut-être à 6, 7, c'est peut-être 4, 5, parce que c'est compliqué un enfant. Faites des enfants pour voir à quel point c'est compliqué. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'énergie. Un enfant, ça vous bouffe.
ça gonfle littéralement parlant. Donc voilà donc les allocations familiales finalement non méritées, parce que voilà, donc c'est l'argent des autochtones, l'argent des Français, et on arrive très vite sur des choses. Donc la petite racaille, c'est devenu un terme, autant que le terme blanc, et s'est installé, même dans la bouche de ceux qui ne devraient pas le propager. Tout à l'heure, j'ai entendu une certaine Slimani qui utilise ce terme, c'est honteux. J'ai entendu ce terme de blanc dans la bouche de quelqu'un antiraciste, anti-plein de choses, qu'il utilise, alors qu'on sait que c'est un terme destiné à séparer. Voilà une autre façon de séparer des gens qui font partie du même tissu ou national. Voilà, on parle de séparation, mais on ne parle pas de cette séparation-là. Ce n'est pas les gens qui sont considérés comme des non-blancs qui disent qu'ils sont des non-blancs. Ils ne disent rien. Pour eux, ils sont blancs. Ils sont peut-être certains d'entre eux, quelques-uns d'entre eux sont peut-être un peu plus foncés que d'autres. Mais si on doit, quel est finalement le nuancier qui permet de distinguer il peut y avoir beaucoup de Français de plusieurs générations qui ont une peau foncée. À ce moment-là, il faudrait considérer, je sais pas moi, un tiers ou plus des Français comme des non blancs. Un terme qui ne correspond pas à une réalité physiologique, mais plutôt à une réalité culturelle. C'est l'expression d'une volonté d'isoler et de maintenir à l'écart. Donc la racaille, c'est une chose extrême, dans le dédain et dans le mépris. Bien sûr, ça a pris la place des bougnoules, parce que ce n'est plus très parlant. Et je ne sais pas si quand on utilise ce terme, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à dire. Est-ce qu'on veut par là dire qu'il y a des gens qui fondamentalement ne font pas partie de la même humanité et qui sont d'une nature quelque peu, qui serait une nature sale, une nature infra plein de choses, infra-humaine, infra-civilisationnelle, infra-culturelle, voilà. Donc cette chose que l'on peut, qui a été malheureusement, mais c'est comme ça, soit 170 commentaires sur ce réseau, et 3000, je dis 3500 et quelques partages. C'est extraordinaire. Plus 333, alors chiffre exact que je lis là, 333 j'aime ou j'adore. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on est là, cette chose-là est au milieu, se trouve au milieu de paysages, de photos de paysages, de vidéos de paysages, des choses comme ça. C'est extraordinaire. Voilà donc ce que l'on peut... voilà, on arrive à une sorte de construction avec du sable. C'est un cendrier dans lequel il y a des mégots. C'est une plage, pas un cendrier. Qui va être contre ça? On arrive à des choses très consensuelles. Et puis on arrive sur la centrale Tricastin, EDF, révèle une fuite de tritium, 200 sites dromois. Voilà, donc on revient, la nature, avec des pâquerettes, belles pâquerettes. Mais qu'est-ce il a? Au fond de lui-même, ce Picard, il a quoi comme... il est mauvais ou il est bon? Comment peut-on le considérer quand il relaie quelque chose
particulièrement grave et particulièrement discriminatoire ou discriminante, comment ça se fait? Alors après, on vient admirer les belles fleurs, bien sûr, la nature, les lacs de montagne, etc. On a ce sens esthétique. Comment on peut... Est-ce que je suis sans... J'ai pas d'explication, à moins que quelque part, il y ait, je sais pas, des hackers qui mettent comme ça, qui glissent des choses comme ça sur le journal des gens, quoi, sur le mur. Voilà, on glisse une chose et après ça se retrouve et vous vous en rendez pas compte. Mais en fait, quelque part, vous propagez quelque chose de façon inconsciente. Ça a échappé à votre vigilance. C'est la seule explication rationnelle. Alors tout à l'heure, donc j'ai pris, parce que vraiment c'est un risque, aujourd'hui c'est un risque. Quelque part avant, parce qu'il y a eu un avant, quand par exemple, comment s'appelle cette petite chose très fine, dite sur minute, par cet humoriste dont j'ai oublié le nom, qui est mort malheureusement pour lui, qui est mort il y a déjà quelque temps. Donc, voulez-vous salir les mains? Je ne sais pas comment il le dit, mais évidemment il le dit très bien, et moi j'ai oublié. Mais ça fait partie des phrases qui ont marqué une génération. Donc quelqu'un qui a vraiment... Voilà, on savait. Donc si on voulait lire quelque chose de totalement scandaleux et de totalement insupportable, on allait lire Minute ou quelque chose d'autre. Je me rappelle, il y avait pas que dans Minute, il y avait ces dessins humoristiques sur les Arabes, voilà, les Arabes du Moyen-Orient qui étaient considérés comme quelque chose d'une façon totalement, là encore une fois, un stéréotype poussé à l'extrême, vraiment des gens qui... Mais c'était les années 70, l'après-crise du pétrole, la première, après 73, après la guerre. Donc, il y a eu comme une sorte de volonté de reprendre un peu le contrôle des choses, même de cette façon-là. Des gens se sont retrouvés comme ça, du jour au lendemain, avec beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'ils l'ont dilapidé dans les casinos. Ça a laissé l'impression de gens oisifs, voilà, qui ont trop d'argent. Voilà, c'était l'occasion pour enfoncer les Arabes. D'un côté, il y avait les Arabes qui travaillaient comme des forçats, mais de l'autre côté, il y avait ces Arabes-là qui ne travaillaient pas, mais qui avaient beaucoup d'argent et devant lesquels on devait s'incliner tout en les traitant, en notre fort intérieur, en les traitant là encore une fois, peut-être le plus mal possible. Je te sers, mais je te nique, ou je sais pas quoi, je nique ta race. J'actualise un peu, je sais pas, une situation évidemment qui n'arrange rien, qui ne combat pas les stéréotypes, bien au contraire. Alors on arrive donc à une époque, l'époque de l'internet, des réseaux, etc. Et là, comme on dit, la parole, bien sûr, les journaux papier continuent d'exister, les valeurs actuelles, et on est la preuve. Il y a des radios là aussi. Radio Courtoisie est une antenne très perméable et très favorable à toutes les thèses extrémistes, de droite bien entendu, ultra-droite, etc., toutes les thèses. Moi, à mon époque, j'ai connu la nouvelle droite.
Alain de Benoît ou Alain Benoît, je ne sais plus quoi. Donc un appel à une Europe anti-chrétienne, à une Europe éternelle, l'Europe finalement euh, dans toute sa pureté, pas touchée par les religions sémites, religions d'importation. Évidemment, là encore une fois, les racines de l'Europe presque ethniquement pure ou ethniquement alors évidemment n'importe quoi c'est une construction a posteriori qui ne correspond pas à la réalité de l'époque. L'Europe n'était pas unie et tout le monde se battait avec tout le monde et même les Celtes se battaient entre eux. C'était une époque où les conflits étaient quelque chose de très fréquent. Donc toutes sortes, les clans devaient se battre contre d'autres clans et ainsi de suite. Mais il pouvait y avoir peut-être des sortes de mobilisations pour faire face, notamment la mobilisation des Gaulois pour faire face aux Romains, etc. Mais voilà, c'était assez exceptionnel comme union ou comme mobilisation. Après, on va revenir donc sur cette malheureuse période qui est la nôtre, qui, je ne sais pas comment dire, on sait qu'il y a des sites qui sont bien identifiés, etc., etc. Celui qui veut les consulte, il va, et celui qui ne veut pas, n'y va pas. Par contre, il y a eu un moment où la droite n'a jamais baissé les bras. La droite, c'est toujours considéré comme légitime. Donc finalement, à un moment donné, le discours de la gauche, notamment après l'éclatement quelque part de la prééminence communiste dans la pensée, dont finalement, quand tous les intellectuels se sont finalement émancipés de l'idéal communiste et ils ont commencé finalement à migrer vers une certaine forme de bourgeoisie, une certaine forme de conformisme. Voilà donc la pensée de gauche, entre autres, avec l'épreuve du pouvoir. Voilà, elle s'est un peu délitée, s'est segmentée. Il y a des gens qui étaient pour s'adapter au capitalisme, au libéralisme, à la loi du marché, pour moins de politique redistributive, etc., etc. Donc moins d'État, etc., etc. On arrive, donc la gauche s'est finalement a cessé d'avoir le monopole de l'intelligence, le monopole de la présence dans les milieux de la culture, les milieux influents. Donc là, l'extrême droite, certainement, n'a jamais disparu, n'a pas disparu, mais elle était maintenue dans une sorte de niche, dans une marginalité, et voilà, elle se reproduisait, mais elle ne dépassait pas un certain seuil, évidemment, un seuil très bas. Puis l'extrême droite, voilà, on va sur un site qui s'appelle donc le Nouvel Observateur. On connaît un peu son histoire. On sait, là aussi, c'est un journal social-démocrate, etc. Presque un peu libéral quelquefois, mais il peut y avoir plusieurs tendances à l'intérieur du journal. Mais c'est un journal
qui n'est pas du tout révolutionnaire, loin de là, mais un journal qui a accompagné les différentes mutations de la pensée de gauche. Et puis, voilà, il est squatté par des gens. Quand on, par exemple, à l'occasion de ce qui s'est passé en Grèce, et ces bateaux des gardes-côtes grecs qui foncent sur des embarcations de réfugiés, qui essaient de les noyer, qui leur tirent dessus, etc., qui les enfoncent, qui leur foncent dessus. Évidemment, vous avez un canot pneumatique, vous avez un patrouilleur. Vous voyez la différence de puissance. Voilà donc des gens qui disent bravo, comme cette histoire que je n'ai pas comprise. Les gens, les réfugiés en marche vers l'Europe devaient passer par les pays de l'ancienne Europe de l'Est. D'accord. Ils ne faisaient que passer. Et même le fait de les laisser passer a été une chose insupportable pour les pouvoirs en place. Ils n'allaient pas s'établir. Mais ces pouvoirs sont devenus la frontière. Et quelque part, comment dire, bien sûr, on a remarqué l'inversion idéologique. Alors c'est la défense de l'Europe, etc. Peut-être l'Europe chrétienne, l'Europe machin. C'est vraiment un renversement de positionnement assez remarquable. C'est très, 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 très fort. Mais passons. Donc les réfugiés, voilà, donc sont arrivés. On voit en France, ce n'est pas le pays qui en a accueilli le plus. Et pourtant, la France a toujours été à la pointe dans le combat, dans les efforts pour freiner l'arrivée des réfugiés. La France, évidemment, ce qu'a fait l'Allemagne n'a pas son pareil, pas son correspondant en France, jamais dans l'histoire de France. Et je ne sais pas, les accueillir en leur souhaitant les bienvenus, ça, les Espagnols doivent bien s'en souvenir. Et dans les camps de concentration, vous voyez l'accueil. Aujourd'hui, bon, des décennies après, ça s'est un peu atténué, mais l'accueil réservé aux Espagnols ne fut pas un accueil des plus chaleureux. Voici donc la France. La France a accueilli les Européens qui se sont exilés d'Algérie, d'accord, mais c'est tout. A accueilli quelques boat people, d'accord, mais rien de massif. L'Allemagne a accueilli une masse incroyable de gens d'un seul coup. Évidemment, on connaît la situation en Allemagne, mais la France n'est pas concernée. Elle n'est pas concernée parce qu'elle n'encourage pas l'installation. Puis bon, tout le monde aujourd'hui, personne n'encourage quoi que ce soit, mais à l'époque, en 2015, l'Allemagne, n'oublions pas l'aspect démographique dans cette histoire. L'Allemagne a besoin de son œuf. L'Espagne, l'Italie, tous ces pays catholiques, très catholiques, natalité en baisse, pays catholiques, pas catholiques, plutôt, je ne sais pas, protestants, je ne sais quoi, et catholiques aussi, enfin, l'Allemagne, c'est un mélange. Là aussi, la natalité est en berne, donc il faut remplacer. Il faut de la main-d'œuvre, il faut des enfants. Comme en France, on a des problèmes, il faut des enfants pour garder ouvert des classes dans le milieu rural. Autant en Allemagne, on imagine que même dans le milieu urbain, s'il n'y a pas assez d'élèves quelque part, ben, l'école risque de fermer. Donc on a besoin d'enfants, on a besoin d'avoir voilà,
Bon, évidemment, un avantage, et non des moindres, les Syriens sont blancs, comme on disait. Donc, quelque part, ils s'intégreront beaucoup plus facilement que s'ils avaient été de couleur foncée. C'est quelque chose qui, je ne sais pas si elle a été prise en compte, en tout cas voilà. Donc la chose est que les gens qui vont sur le site du Nouvel Observateur, qui vont aussi sur le site du Monde, a priori, ce ne sont pas des journaux, comment dire, à la ligne éditoriale, comment dire, à la ligne éditoriale anti-société ouverte. Ils sont plutôt... et pourtant, ils trouvent comment ces gens-là viennent, par exemple, saluer le comportement de la marine grecque, des gardes-côtes grecs, disent des tas de choses. Alors évidemment, les choses, je ne sais pas si moi je connaissais un bar d'extrême droite, fréquenté majoritairement par l'extrême droite, j'y serais allé. Un bar ou un café ou une association, peu importe. Tout ce qui a rapport avec l'extrême droite, bah, c'est pas ma tasse de... J'ai même pas envie de discuter avec eux. À un moment donné, je me disais, oui, je vais aller à la confrontation. Argument contre argument, voilà. Mais maintenant, je trouve que ça aurait été une perte de temps. Ça ne sert strictement à rien. Donc, à éviter. Mais là, les gens, ils viennent jusque dans votre salon. Vous pouvez les lire. Vous êtes dans les faits et vous êtes empêché de lire les commentaires parce qu'ils sont totalement remplis d'une pensée haineuse, d'une pensée qui se complaît dans son refus de l'autre et qui n'a aucun, comment dire, qui manifeste aucune compassion pour les malheurs des autres et au contraire, elle va jusqu'au point de douter des images. On peut douter des informations, quelquefois une image, on peut la considérer avec une certaine prudence, mais là il s'agit d'images. Alors c'est la propagande, ça devient la propagande turque. Bien sûr, la Turquie, elle voit qu'il y a une sorte de politique anti-turque suivie par l'UE depuis évidemment le refus de l'adhésion, etc. Le manque de solidarité au moment du putsch et comment on traite la Turquie et comment on a un tropisme pro-kurde, plutôt quelque chose qui menace l'unité, qui constitue un danger pour l'unité de la Turquie. Je ne dirais pas la nation turque, mais la Turquie. Voilà, donc tout ce qui... la Turquie, on ne respecte pas sa volonté de contrôler ses frontières. Imaginons que la chose arrive à la France ou à l'Allemagne, on a toujours besoin de contrôler ce qui se passe à ses frontières. Donc, elle agit dans le cadre de sa zone, sa très très proche zone d'influence. Voilà, donc c'est bien entendu, elle fait des choses, elle fait des incursions en Libye par exemple, mais là elle en a fait en Somalie, elle en a fait au Soudan. En Somalie, je me rappelle, il y avait un attentat au camion piégé qui devait attaquer la base turque à Mogadiscio. Seulement, le camion n'a pas eu le temps d'arriver à destination. Il a explosé et il a fait plus de 500 morts et peut-être plus encore. Ça a été un carnage horrible, horrible, horrible. Un attentat dans ce pays qu'on a connu une certaine quantité des attentats atroces.
Mais alors ce camion devait être chargé à ras-bord d'explosifs, et d'explosifs peut-être très puissants, parce qu'il devait détruire la base. Donc on a des attentats qui tuent 50, 60 malheureux Somaliens ou Somaliennes, enfants compris, mais qui tuent, mutilent, etc. Il y a toute la série, si vous voulez savoir. Il n'y a pas que les morts, il y a aussi les blessés, les mutilés, les traumatisés, etc. Donc voilà, on a un camion qui devait vraiment détruire la base. Il n'y est pas arrivé. Donc la Turquie, elle sait qu'elle est menacée. Elle est menacée parce qu'elle défend ses intérêts, que ce soit ses intérêts vraiment les plus immédiats ou ses intérêts un peu... Tout le monde a le droit légitime d'élargir sa zone d'influence en usant du pouvoir qu'il a, des moyens qu'il a. Donc, donc les Turcs sont devenus évidemment les mauvais parce que musulmans. Dans cette affaire, les Turcs, pour moi, je me rappelle une chose, j'ai entendu tout à l'heure une émission dans laquelle une des intervenantes disait que les Turcs n'aiment pas les Arabes. Donc je me rappelle, dans ma vie passée, j'avais vu ce film, tout le monde s'appelle Ali, et donc je me rappelle, c'est un film qui se passe en Allemagne, évidemment, etc., qui raconte l'histoire de quelques immigrés, donc c'est à une époque des pâtes d'élèves et tout, donc c'est vraiment des immigrés qui buvaient du vin, de la bière, tout ça, des immigrés parfaitement intégrés, mais quand même subissaient une discrimination. Alors, des immigrés nord-africains. Et puis, à la cassette, j'en ai fait une copie et je l'ai passée à une Allemande. C'est quand même assez marrant. Je l'ai passée à une Allemande. Et après, donc il y a eu une pièce de théâtre qui jouait cette pièce. Cette pièce qui, évidemment, appelle à la tolérance. Elle condamne le racisme et les discriminations. Et les Turcs se sont finalement été plutôt du côté des Allemands plutôt que du côté des immigrés. Voilà ce que sont les Turcs. Les Turcs sont peut-être ont le complexe de supériorité sur les Arabes parce qu'ils les ont dominés pendant des siècles, etc. etc. C'est juste que nous, ici en France, on a des gens qui ont un sentiment anti-turc tellement puissant qu'ils sont prêts à justifier l'injustifiable. Voilà, on arrive à considérer que tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour empêcher les gens d'avancer ou d'arriver dans ce pays de cocagne que serait la France, etc., etc. En tout cas, voilà, il y a une pensée, une idéologie qui est de plus en plus étendue, et cette idéologie, on pourrait dire, voilà, plus la société s'ouvre, plus elle se mélange, plus il y a une réaction contre ce mélange. Il y a des gens qui doivent se sentir menacés finalement dans leur façon de voir le monde. Ils rêvent d'une société homogène qui n'a jamais existé, bien entendu. Ils rêvent d'unité fictive, fictionnelle ou fictive, ou une unité basée sur une sorte d'idéalisation. C'est marrant parce que peut-être je déborde un peu, mais je voulais juste citer cette histoire. Si vous m'écoutez encore jusqu'à ce point, vous pouvez encore rester 5 ou 6 minutes, juste pour raconter cette histoire à propos des Basques.
je me rappelle, il y avait une affiche qui était pour l'indépendance basque, qui évidemment, et dans laquelle il y avait une sorte de village, une sorte de nature idéale dans laquelle presque quelque chose de paradisiaque, comme si finalement l'accession de de la, du Pays basque à l'autonomie, à l'indépendance, va faire régner l'abondance et une sorte d'harmonie, etc. Comme si c'était la condition nécessaire pour recréer une communauté belle, une communauté parfaite, une communauté heureuse, une communauté comblée. Donc ça passe par la fermeture, par le recentrage sur soi et sur les gens qui nous ressemblent. Une chose qui finalement omet de parler du conflit et des tensions qui sont évidemment des choses tout à fait naturelles dans toute société humaine, même réduite. On a des conflits à l'intérieur des familles, des clans, et puis etc. Entre régions, entre quartiers, on peut même avoir comme ça. Le conflit est une donnée permanente des relations humaines. C'est à travers le conflit là aussi que c'est une autre façon de réaliser un profit, que voilà, c'est comme ça qu'on règle certaines, comment dire, qu'on avance dans son rapport à l'autre. À un moment on est dominant, à un autre moment on est en recul, et voilà. Donc la création d'une société française, évidemment, très ressemblante, partageant presque le même physique. Voilà, alors, excite les accents, excite les régions. Maintenant, on aurait un pays plat. On n'aurait plus un pays avec des monts et des vallées, on aurait un pays fait avec plat, sur lequel vivent des gens presque sur le même pied d'égalité, parce que tu es français et tu es français depuis longtemps, alors tout ce qui est à toi est à moi est à toi, etc. On vivrait d'une sorte de communisme ultime, uniquement basé sur la ressemblance. Alors on appartient presque à une famille élargie. Et tout ce qui est finalement viendrait d'ailleurs, viendrait du dehors, mettrait ce projet ou cet idéal, le mettrait en danger. Mais voilà donc la société ouverte, la société de l'avenir. N'oublions pas que les tensions sont globales dans le monde entier. Les gens voient arriver d'autres gens. Ils réagissent, tous pareil, avec beaucoup d'ostracisme, avec beaucoup de négativité, avec quelquefois de la violence, et souvent à coup de stéréotypes et à coup de préjugés et à coup de mauvais traitements de toutes sortes. Être intolérant, être contre le mélange, contre le partage, est une donnée commune à tous les groupes humains. C'est peut-être dans le futur qu'on va passer à une autre forme de partage des ressources et de partage des territoires. Voilà, donc en tout cas, c'est malheureux. Moi, j'ai choisi de ne plus lire les commentaires sur les sites parce c'est un peu la même toujours que ce soit. Il y a des gens qui, peu importe le thème, ils trouvent toujours moyen d'inclure
leur haine ou leur rejet de l'autre. C'est simplement un coup d'arguments les plus aussi fallacieux les uns que les autres, mais c'est comme ça. Alors on est comme ça, c'est comme ça. Mais cette chose-là n'était pas présente auparavant, et on pouvait presque ne pas en tenir compte, comme si ça n'existait pas. Pourtant, ça existe et c'est pas loin. Il suffit juste de descendre un peu pour voir que, ben voilà, c'est ça. Et c'est une chose horrible. Alors, je vais il faudrait peut-être donner une sorte d'exemple, parce que tout ça c'est dit de façon assez presque abstraite. Tant qu'il n'y a pas d'exemple, euh, ça manque un peu de. Il faudrait que je mette un exemple pour finir, un exemple de cette chose. Alors évidemment, tout ça, c'est juste avant de fermer la page de Facebook qui est, sur laquelle a tourné mon intervention. Voilà, c'était juste parce que j'ai été choqué. Oh, je le suis beaucoup moins. Il ne faut pas croire que j'ai été très choqué. J'ai l'habitude de découvrir des choses immondes. Alors la bête immonde partout. Alors il y a quelqu'un, voilà, qui s'appelle Cracker75, qui a comme image sur son compte, l'image du prophète, les caricatures du prophète. Alors le prophète qui a évidemment un nez, là encore, un nez, une barbe, une très noire, des traits très identifiables comme les traits un peu caricaturaux de l'oriental. Et voilà, donc le nez, évidemment, le nez, on sait la fortune du nez. Ah, tous ceux, évidemment, qui passent par le nez, ah, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Voilà donc le prophète qui a une bombe dans le turban. Si, donc, presque, moi je vois pas bien, presque finalement la mèche allumée, je pourrais prendre ça pour une sorte de petite rose, comme s'il y avait une petite fleur, les pétales d'une petite fleur. Non, je suis sûr que c'est bien la mèche allumée. Donc il a une bombe et la mèche allumée. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à se faire éclater. Ah, voilà, donc le camp des saints. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle dit? Si je dois. Cette ignominieuse personne dit le camp des saints, entre guillemets, on y est. Bravo aux Grecs qu'il faut aider. Il en va de notre survie. Qui paiera les retraites de vos enfants? Ces gens-là, ils ont déjà fait bien trop de mal avec l'appui du MEDEF et donc des politiques. On ne voit pas très bien. Je vois pas très bien. Alors quelqu'un qui commente, donc parce qu'il y a les retraites, je ne sais pas quoi, il cotise le plus souvent, comme tout bon français de souche. Faut quelqu'un qui lui rétorque. Allez donc demander aux dealers et autres délinquants combien ils ont payé de cotisations sociales l'an dernier. Voilà. Et, et quelqu'un qui s'appelle pseudo Viva Juve qui dit solidarité 100% avec les Grecs. Ils osent faire ce que nous sommes trop lâches pour faire. Alors voilà, donc c'est des choses comme ça extraordinaires. Il n'y a rien. Les journaux laissent, voilà, peut-être que ça modère un peu, mais c'est assez, c'est assez,
comme ça. Alors quelqu'un qui toujours quelqu'un qui est vraiment très très présent et très motivé, il dit l'UE va céder, la perversité d'Erdogan est sans limite et les mouvements migratoires d'importance ne peuvent se régler à coups de canonnières. Ne peuvent se régler, alors il veut dire quoi? Ne peuvent se régler, il voulait dire plutôt le contraire, ils ne peuvent se régler qu'à coups de canonnières. Il s'est fait, il révise pas ce qu'il écrit. Alors donc voilà, c'est juste une chose pour finir, les Turcs, pour lesquels je sais pas comment, je sais pas comment en parler, mais juste une chose. Alors le président turc, parce que c'est lui qui fait le porte-parole, qui parle pour tout le monde, voilà, il est omniprésent, donc il parle, il dit voilà, on a 3 ou 4 millions de réfugiés, et puis il oublie qu'il y a des pays comme la Jordanie. Alors il y avait une chose qui avait été reprochée aux pays du Golfe, ils n'ont pas reçu de réfugiés syriens et irakiens et palestiniens, et donc après la plupart des réfugiés, alors si l'État turc avec 4 millions de réfugiés a vraiment tant de problèmes que ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'État libanais qui lui peut-être 1 million et quelques de réfugiés syriens, la Jordanie qui en a peut-être 2 millions, et voilà donc alors simplement l'Europe, elle dit l'Europe on a payé tant pour les réfugiés. On a payé pour empêcher que les réfugiés puissent passer. Donc, ils jouent le garde-schirm pour l'Union européenne, comme le font d'autres pays, comme le Maroc, qui accepte finalement de déplacer les candidats à l'immigration, qui les chassent, qui les pourchassent, qui les déplacent, qui les renvoient, etc. Pour faire, parce que l'Union européenne le paie pour ça. Donc, évidemment, voilà, c'est pas cher payé. Bon, il faut quelques dizaines de millions d'euros et l'affaire est réglée. Mais pour ce qui est des réfugiés installés sur la terre turque, là, ça se compte en milliards. Mais quand vous avez, je ne sais pas comment dire, vous avez un poids politique. Un réfugié, ça a conduit à des comportements et à des prises de position et la perte d'Istanbul par le parti de la liberté et la justice, et c'est bien le nom, ou du développement, je ne sais plus, en tout cas un parti comme ça. Ça change quelquefois, c'est la justice et le développement, la liberté et la justice, mais c'est juste un changement de nom. Et après, l'identité, elle est plus islam politique, etc. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel à dire, c'est que la municipalité d'Istanbul, qui est une mégalopole qui doit compter plus de 15 millions d'habitants, je dis ça comme ça, mais sûrement plus de 10 millions, c'est important, et symboliquement c'est encore plus, qui a été gagné par un adversaire de parti présidentiel, parce qu'il a tenu un discours anti-syrien, anti-immigré. Et voilà, donc ça peut faire perdre les élections au parti majoritaire, puis et le coût social, je ne sais pas comment dire, quand vous avez des commerces, quand vous avez par exemple les réfugiés, ils ne restent pas dans les camps, ils vont essayer de vivre. Quand vous avez une concurrence au niveau de la main-d'œuvre, vous estimez ça à combien?
quand vous avez des gens qui commencent, comme par exemple, je ne sais pas, qui commencent à concurrencer sérieusement, quelquefois parce qu'ils sont compétents, ils peuvent prétendre à des postes qui demandent un haut niveau de formation, et quelquefois ce sont des métiers de service, etc. Mais quand vous avez des millions de gens comme ça, quand vous avez même 1 million, c'est énorme, et ça fait d'un seul coup, parce que ça a été assez rapide, enfin, dans l'espace de quelques années. Et puis, toute l'infrastructure qu'il faut installer. Il faut non seulement, quand vous intégrez un enfant d'origine syrienne, quand vous l'intégrez à l'école normale, là aussi, c'est un coût. Alors, l'argent donné par l'Union européenne ne couvre pas du tout les dépenses et les multiples dépenses que nécessite l'aide aux réfugiés, et que nécessite finalement la prise en charge, j'allais dire, correcte des gens qui n'ont rien et qui ont besoin de tout. Après, évidemment, je parle du système éducatif, je peux parler du système de santé, etc., etc., des pressions partout, et vous pouvez très bien imaginer la chose. Alors voilà, je finis avec ça. C'était juste une réaction, ça a traîné parce que j'avais envie de tester ma mémoire. Et puis voilà, ça m'a plu de rester comme ça, à prendre la parole. Après, c'est un peu tout comme toujours. C'est un peu confus parce que je veux dire plein de choses en même temps. Et après, je suis vraiment, j'écoute bien ce que je dis, parce qu'il y a des choses, je suis étonné parce que j'avais l'impression de ne plus les avoir, et pourtant ils sont encore là. Des noms, ou des données, ou des choses comme ça. Après, finalement, mes plaidoyers finalement, pour l'accueil de l'autre, et vous les avez un peu partout sur la chaîne. Vous pouvez y revenir si ça vous intéresse. C'est simplement c'est un monde qui est en train de changer, mais finalement, comme cette histoire, c'est un monde qui est irrémédiablement en transformation. Que ce soit un pays homogène ou pas homogène. Là, j'avais lu un livre, je ne lisais pas beaucoup de livres en dehors de la littérature d'anticipation, et donc un livre que j'ai lu en entier sur la composition de la société somalienne. Évidemment, la société somalienne, même langue, même islam, même courant de l'islam, sunnite, etc., sunnite modéré, avec du confrérisme, etc., même mode de vie. Voilà, mode de vie, comment on peut appeler ça pas nomade, mais comment on peut appeler ça, semi-sédentaire. Il y a un terme, je l'ai oublié. Évidemment, il y a des cités, mais un système clanique très puissant. Et puis, voilà, il y a eu dans l'histoire des parties de la Somalie qui ont été occupées par l'Italie, etc. Ce qui fait que, au moment de la dislocation de l'État somalien, ces régions-là ont déclaré, anciennement appartenant à des puissances diverses, ont déclaré notamment le Somaliland, ont déclaré leur autonomie, leur indépendance. Mais la guerre civile qui se déroule encore dans ce pays est extra-homogène. Alors, pastoral, voilà, un mode de vie plutôt pastoral, voilà, ils vivent même, j'imagine, même tradition, donc même langue, aucune autre langue, une homogénéité parfaite, et pourtant,
une guerre civile qui dure depuis très 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 longtemps et qui fait énormément de dégâts. Donc il n'y a pas d'étrangers chez les Somaliens. Et c'est eux plutôt qui migrent. On ne vient pas s'installer en Somalie pour trouver un travail ou pour chercher fortune. Donc l'homogénéité ne garantit pas, la stabilité ne garantit pas d'éviter le conflit à jamais. Aujourd'hui, l'homogénéité, des pays homogènes, voilà, j'ai pris l'exemple de la Somalie, il y a des pays homogènes, comme par exemple, je ne sais pas, un pays d'Afrique du Nord. Pourtant, voilà, donc, à part l'exode rural, c'est assez homogène, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient venus d'ailleurs. Donc, on peut dire que les traditions, que les gens continuent de fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Pourtant, ce qui constituait la force du lien est en train de céder. Les liens, j'allais dire, organiques entre les gens. Voilà, toujours le clan, la famille, le clan, peut-être pas la tribu, mais les gens avaient des relations assez fortes. Aujourd'hui, voilà, ils sont passés, la transition, là encore une fois, une malheureuse transition vers une société individualiste. Mais quand, en France, vous voyez quelqu'un que vous identifiez comme un Français dit de souche, admettons qu'il s'appelle Durand, voilà par exemple, Benoît Durand ou Hervé Durand, là vous êtes en face normalement d'un Français, tout ce qui est de plus pur, mais vous vous avancez vers lui et vous lui dites, je me présente, je suis un Français comme vous. Il ne va pas vous sauter dans les bras, il va vous dire, mais vous êtes fou ou quoi? Laissez-moi passer. Le fait, c'est uniquement parce que dans la réalité, dans le concret, un Français s'en fiche d'un autre Français. Il le rencontre, il le voit, il se frôle, il ne se parle pas. Parce que la cité idéale, elle n'existait plus. La cité idéale, c'était peut-être le village. Et même dans les villages, il devait y avoir des relations pas extraordinaires, des inimitiés, etc. Et des inimitiés qui duraient pendant des siècles. Aussi, donc, la cité, j'allais dire, parfaite n'a jamais existé. C'est pour ça qu'elle est dans l'au-delà, qu'elle est hypothétique, qu'elle est ailleurs, la cité idéale. Sur Terre, il ne faut pas. Même les chrétiens, même de tout temps, les chrétiens qui étaient quelque part, certains étaient totalement, je ne sais pas, qui n'avaient pas, et qui pouvaient quand même, n'oublions pas, la croisade anti-orthodoxe, la croisade qui a détruit Byzance. N'oublions pas cette croisade. Toutes les croisades ne se sont pas dirigées vers l'Orient et vers les lieux saints. À un moment, Byzance a payé le prix et voilà, donc c'est comme ça, les choses ne sont jamais simples. Et autant, bien sûr, sur un certain plan, comment dire, abstrait, comme ça, presque onirique, un plan un peu quelque part imaginaire, symbolique, il y a une unité. Mais dans les faits, cette unité-là, elle ne se manifeste pas. Chacun, quelque part, est un peu le rival d'un autre ou de l'autre. C'est le rival pour le travail, le rival pour la fortune, le rival pour une femme. Il y a toujours, c'est comme ça que ça fonctionne, une société. Une société, c'est basé sur des rivalités de toute nature et de toute... voilà. Je ne rajoute plus rien parce que sinon je vais traîner trop longtemps. J'arrête là. Après, celui qui écoute et qui n'aime pas, voilà, je ne peux rien faire contre. Celui qui aime, très bien. Et il n'a qu'à faire pareil, il n'a qu'à essayer de développer quelque chose. Celui qui n'a pas envie d'écouter, il n'écoute pas. Celui qui trouve ça, je ne sais pas,
inutile ou de trop, n'a aucun sens. Après tout, moi je vais mourir et ces choses-là, je ne sais pas si elles vont me survivre, mais je n'en sais rien. C'est, c'est uniquement à un moment donné, on se retrouve privé de la capacité d'interagir. Alors, prendre la parole devant une webcam, c'est une manière d'exister, c'est une manière de pouvoir répondre, de pouvoir dire ce que l'on pense. À un moment donné, voilà. Je parle, donc j'existe. Bye.